gérer des opérations plus efficacement, c'est pas sexy, c'est long, ça demande du temps, mais c'est souvent plus bénéfique si je veux maximiser ma rentabilité que de rentrer de l'argent. Parce que s'il y a une hémorragie de cash, on s'en fout de ce qu'on va être capable de faire. Fait que Est-ce qu'il y en a ici comme entrepreneurs qui travaillent avec le domaine de la restauration? Quand même, certains ici. Fait qu'on va en savoir plus justement via notre panel, parce que là, je vois 2 mains levées de 2 personnes qui sont sur le panel justement pour amener la portion solution. Comment eux arrivent à intervenir avec ce secteur-là et à trouver des manières de s'intégrer positivement de façon gagnante-gagnante avec les professionnels du secteur de la restauration. Donc, j'invite Christopher Wells, notre animateur du panel de la soirée. Comment? Non, quelqu'un va faire ça pour toi. J'invite aussi Yannick Farmer de Pivot, qui fait partie aussi de nos cohortes. Jean-Michel Lemaire de Fractal Solutions Robotiques. Et la dernière, mais non la moindre, Marie-Josée Denis de l'ITHQ. Donc, tous 3 entrepreneurs qui ont fait partie de cohortes précédentes ou actives au MT Lab. Donc, ils ont tous vécu l'expérience MT Lab. merci tout le monde d'être là, vraiment excité. Je vous dirais qu'après la petite discussion qu'on a eue dans le petit green room, je suis gonflé à bloc. Je me suis même dit que j'allais descendre ça de quelques notches avant d'arriver ici avec vous. Florence nous a demandé tantôt, y a-t-il des entrepreneurs, y a-t-il des chefs, y a-t-il des... Sinon, on a quoi? On a-tu des étudiants? Qu'est-ce qu'on a? Des étudiants? Ah, je savais qu'on avait ça. J'ai dit, d'après moi, on a bien des étudiants. Vous êtes mes préférés parce que vous autres, la tech, vous passez votre vie dans ça puis ça vous fait pas peur. Fait que bien content que vous soyez avec nous. Pour débuter, on fait un petit tour du panel. On prend le temps de se présenter. Dites-nous qu'est-ce que vous faites, puis après ça, on rentre dans le vif du sujet. Jean-Michel? Oui, bonjour. Alors, c'est ça. Moi, c'est Jean-Michel Lemaire, cofondateur de Fractal Solutions Robotiques. On a parti ça 3 gars de génie robotique à l'Université de Sherbrooke. Puis vraiment, l'objectif quand on a parti ça, c'était d'accélérer la démocratisation de la robotique dans un peu tous les milieux. Fait que pour ça, on a commencé à développer un catalogue d'offres diversifiées, autant en robots de nettoyage, robots d'assistance au service, robots de livraison, un peu comme vous en avez peut-être déjà entendu parler à l'hôtel Montville. Puis même robots d'affichage publicitaire / interactif. Fait qu'un peu de tout ça. Puis vraiment, nous, notre objectif, c'est que pour réussir à introduire quelque chose d'aussi nouveau dans ces milieux-là, ben, il faut mettre beaucoup de temps dans le service. Fait qu'on va passer le temps à bien introduire le robot, à bien former le personnel, puis même faire un support beaucoup au départ pour que ça soit accepté comme nouvelle technologie. Excellent, merci. Marie-Josée Denis? C'est-tu là que je parle de mon 4 minutes? Non, c'est là que tu nous dis vite, qu'est-ce que tu fais, puis tu viens de où? D'accord. Donc, Marie-Josée Denis, chargée de projet au centre d'expertise de l'ITHQ. Est-ce que vous connaissez l'ITHQ? Oui, donc, on forme du personnel pour l'industrie touristique depuis plus de 50 ans maintenant. Donc, puis je veux saluer aussi au passage des collègues. On a Mélanie Bergeron qui est ici, directrice du centre d'expertise. On a aussi Rachel que je vois au fond. Puis j'ai un autre collègue qui est Lisiane, tout précis. Donc, on est bien représentés. Donc, le centre d'expertise, c'est le service à l'industrie. Donc, on est 11 chargés de projet et je suis l'élue ce soir pour venir vous parler. Donc, on peut accompagner toutes les entreprises dans le domaine touristique, de l'hébergement et de la restauration. Quelle que soit la problématique, on se fait un défi de vous aider. Donc, on est là pour ça. Et aussi, l'Institut, c'est 2 unités de recherche, l'Expérissence et le Gastronomic Lab, qui est à votre service également. Voilà. Magnifique. Puis je veux juste ajouter avant Yannick de passer à toi. Marie-Josée est très humble aussi, mais ce qui est le fun avec les THQ, souvent, c'est que ces gens-là travaillent dans l'industrie où on travaillé. Marie-Josée, elle a travaillé dans des grands hôtels où elle a implanté des technologies. Fait que c'est pas juste comme elle n'est pas là parce qu'elle parle bien puis qu'elle est sympathique, elle est là parce qu'elle sait de quoi qu'elle parle. Fait que c'est intéressant aussi d'avoir son point de vue là-dessus. Puis très excité que tu sois avec nous ce soir. Puis, contente d'être là avec toi aussi. Oui. Yannick? Parfait. Yannick Farmer de Pivot. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on automatise, dans le fond, des tâches de la gestion en restauration. Puis, dans le fond, ce qu'on permet aux restaurateurs, c'est de se concentrer sur ce qui est important, donc leur passion pour la restauration, puis d'augmenter leur marge de profit. Ça, c'est l'elevator pitch de course. Je vais essayer de battre ça. Christopher Wells de Piecemeal. Dans le fond, nous, on fait un peu des choses similaires au niveau de la gestion des inventaires, des coûts.
j'ai assez travaillé longtemps en restauration pour ne pas me pointer à midi moins quart pour aller présenter mon outil chez un chef, parce que moi, personnellement, je sacrerais quelqu'un dehors à coup de pied dans le derrière. C'est ce qu'on essaie d'aider à faire, gérer les coûts de menu, les horaires. Les deux, on fait des horaires, nous autres, on va se battre un moment donné, puis c'est là, mais c'est un autre point intéressant pour la tech. Il y a tellement de besoins dans notre industrie que la tarte est assez grosse qu'on peut tous la partager. Fait que on est tous les 3 entrepreneurs, puis les THQ qui est là, qui va pouvoir nous aider. On fait le pont là-dessus. Marie-Josée, ça ressemble à quoi la tech en restauration, les diagnostics? C'est quoi le lay of the land, comme on dit en anglais? Qu'est-ce qu'on fait? Mais en fait, je suis en charge d'un projet qui s'appelle l'accompagnement d'intégration des technologies numériques et qui est subventionné grâce au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Puis là, je suis contente de le souligner parce qu'on a pu mettre en place un programme d'accompagnement, un prix dérisoire, puis ça vaut 7 700 $ et on l'offre à 500 $. Fait que oui, je fais de la publicité en même temps parce que notre programme d'accompagnement va se terminer à la fin du mois de juin et nos dernières entreprises qu'on va pouvoir accompagner dans ce programme, on va les prendre jusqu'au 30 avril environ. Donc, il y a encore de la place, il y a encore de la possibilité d'être accompagné. Et quand on est accompagné, oui, comme tu dis, on fait un diagnostic, mais on le fait avec une façon très humaine et rapide, c'est-à-dire qu'on va rentrer 15 heures de temps en collaboration avec mon commerce en ligne et on sépare le travail en 2 sphères. Donc, l'ITHQ prend 7 heures de rencontre avec le restaurateur et mon commerce en ligne, les 7 autres heures. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un diagnostic du modèle d'affaires de l'entrepreneur, du restaurateur. On va s'asseoir avec lui, ça va être ludique devant un café, on va remplir un questionnaire, on va poser des questions. Et à la fin de ce questionnaire, qui va être très dirigé parce qu'on a des réponses à donner, mais on veut vraiment avoir l'information précise, on va être capable de dégager un diagnostic précis sur 2 choses. J'ai pris quelques notes pour être certaine de faire honneur à Rachel ici. Et on va parler des processus complets d'entreprise. On va aussi évaluer toutes les questions de rentabilité. On va évaluer aussi les équipes, c'est-à-dire la saine gestion des ressources humaines. On va aussi évaluer les opérations. Et oui, Émeric, on va faire ça aussi. On va regarder comment le menu est monté, on va regarder les coûts, on va regarder les feuilles d'achat, les fameuses fiches Excel, s'il y en a. On va regarder comment les gens vont établir leur prix de vente. On va aussi regarder comment les clients sont traités en expérience, le degré de satisfaction, et on va s'assurer de regarder que les méthodes soient optimisées au maximum pour que le client soit heureux. On va aussi regarder la commercialisation, comment on commercialise le menu, comment on commercialise l'établissement. Donc, il y a plein de points qu'on regarde. À la fin de tout ça, on génère un beau gros tableau qui va nous présenter une espèce de toile d'araignée. Et dans cette toile, on va voir les côtés les plus faibles et les côtés les plus élevés. Et on va dégager les priorités. On va suggérer aussi les priorités et on va suggérer des processus à modifier. On va être quand même très humain. Donc, on est dans la gestion, on est dans le constat, on va faire l'état des lieux avec eux et on va effectivement leur donner des pistes de solutions, des réflexions. Donc, notre approche est très pas à pas et l'approche est aussi dans la sensibilisation. On ne veut pas faire peur à personne parce qu'on le dit, la fameuse fiche Excel fonctionne très bien. Il y a certains restaurateurs qui croient encore qu'on établit un food cost en faisant x3 un prix de vente. Hein? Donc, on est rendu un peu plus avancé maintenant, mais il faut quand même évaluer la maturité numérique des individus dans l'entreprise et c'est là que mon commerce en ligne entre en ligne de compte avec nous par la suite. Donc, eux vont prendre cette portion qui est très spécifique et qui va permettre de voir où l'entrepreneur est rendu avec l'apprivoisement de cette grande ère numérique. Là est la clé, parce qu'effectivement, tu vas en parler tantôt, mais quand on rentre une solution numérique, elle est là pour nous aider et non nous nuire. Donc, on doit être prêt à ça et c'est la théorie du petit pas qu'on préconise. Donc, est-ce que ça fait répondre un peu à la question? J'aurais pas pu dire mieux. Côté humain, j'aime ça. C'est pas « t'écoutes pas, qu'est-ce que tu fais? » Non, c'est ça. On va y aller humainement. On va y aller doucement à la vitesse que les gens sont capables d'aller. Jean-Michel, tu fais de la robotique. Des fois, on se dit robot, restauration. Il y a des gens qui sont comme c'est un peu peurant.
Je pense que tu nous parlais d'un cas en particulier où vous avez eu du succès, puis il y a une belle preuve de concept que vous avez vécu récemment. C'est le bon terme, preuve de concept, parce qu'on commence à entendre parler beaucoup des robots dans les restaurants. Fait que c'est encore cool, mais c'est plus tant nouveau. Mais celui-là, on pourrait l'appeler comme la version un peu 2.0. Fait que ça se passe à Drummondville, au Chez Louis Poulet et Pizza. Donc, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une chaîne qui a une certaine ancienneté. Ça fait déjà 30 ans, c'est familial, puis ils ont tout le temps voulu innover. Puis, en fait, ils ont été pionniers dans l'adoption de robots dans leur restaurant. Donc, ça fait déjà 2-3 ans, ils ont eu des robots. Ça a fait la tollée, tout le monde en parlait à Drummondville. Malheureusement, 2-3 mois plus tard, on arrive, il n'y a plus de robots. Fait que nous, on part Fractal Robotique, puis on veut essayer d'accélérer ça. Il faut qu'on comprenne, justement. On veut voir qu'est-ce qui s'est passé. Fait qu'on est allé voir, puis on a compris un peu 4 points. Ça m'a fait penser un peu tantôt avec la discussion là, des opérations, les fameuses opérations. Fait que dans le fond, Eric était super satisfait de la visibilité que ça lui avait emmené, ça, aucun doute. Par contre, le gros problème, c'était dans ses opérations. Ça ne fitait pas avec comment lui fonctionnait. Fait que pour vous dire, au Chez Louis, on arrive au comptoir, on commande, on va s'asseoir à notre table, puis quelqu'un vient nous le porter. Quand ils ont eu un robot, « Hey, c'est cool, on a le robot. » Crime, c'est où qu'est assis la personne? Fait que ce qui est arrivé, c'est que le commis a commencé à se promener, checker un peu partout. « Ah, elle est là. OK, table 22. » Il revient. « Ah, c'était quoi donc la table? » Il repart. « Ah, OK, table 22. » Il revient, puis là, il le met sur le robot, puis c'est comme ça qu'il réussit à l'envoyer. Fait que finalement, dans ses opérations, c'était juste plus dérangeant que aidant. Fait que là, c'était ça son problème principal. Autre petit problème ici, des fois, on va parler du service derrière le robot. Il n'était pas parfaitement intégré, puis il n'y avait pas eu quelqu'un qui était venu genre s'assurer qu'il s'approchait assez des tables et tout. Oui, puis il y avait finalement un peu l'économie en ce moment qui avait fait en sorte qu'il n'était plus trop sûr. Il fallait absolument qu'il s'assure que ça l'aide ses opérations. Fait que nous, on entend ça, on commence à s'informer, on découvre la fameuse technologie Table Tracker, qui était pas mal ce qu'il y avait de besoin. Donc, comment ça fonctionne? Tu arrives au comptoir, tu reçois une pastille, tu t'en vas à ta table, tu la déposes, et eux, en avant, ils savent c'est où. Fait que là, OK, cool, on a 2 technologies, ça fit ensemble. Pourquoi d'abord, c'est quoi vous avez emmené de plus, Fractal? Malheureusement, c'est pas aussi simple que ça, encore une fois. Il faut que ce soit intuitif, il faut que tu aies le moins d'éducation à faire. Si c'était juste ça, le client a beaucoup de chances qu'il oublie de mettre la pastille sur le robot. Fait que là, il a vraiment fallu qu'on remodifie 100% du logiciel du robot pour que, lorsqu'il arrive à la table, il fasse démarrer la vibration de la pastille, en même temps de mentionner, s'il vous plaît, redéposer la pastille, et ensuite, il détecte le dépôt. Fait que c'était un super projet côté opérationnel. Puis aussi, finalement, il y a aussi le côté marketing qu'il a trouvé trippant. Donc, les robots sont brandés à son image. Fait que ça va être super cool à démontrer. Le projet devrait arriver dans environ 1 mois. Puis, c'est ça. Ça fait, je pense, le tour. Très cool. Moi, j'ai juste une question qui ne sera pas pertinente comme toutes mes interventions de ce soir, mais si la madame en avant de moi n'était pas fine avec la caissière ou le caissier, puis que je prends ma pastille, je la fous dans sa sacoche, le robot part à 116 après elle, après? Ça serait vraiment cool. Ça serait malade. J'aimerais ça. Non, il ne fera pas ça. Il y a moyen d'avoir du fun. Yannick, on a jasé tantôt, on s'est préparé là, des jours et des jours durant pour notre conversation, mais c'est un des points que j'aime bien faire et que je vais peut-être refaire tantôt, c'est que la tech, surtout au niveau opérationnel, elle aide à réduire des tâches répétitives à valeur non ajoutée. Okay? C'est des affaires qu'on fait, je copie des chiffres, je rentre une facture dans une feuille Excel. C'est ces genres d'affaires qu'on veut éliminer puis qui c'est nono en 2023 qu'on fasse encore ça. 2024, je ne suis même pas rendu. C'est nono qu'on fait ça à la main. Fait que comment vous autres, vous voyez ça un peu comme, j'ai-tu un outil qui m'aide un peu ou j'ai un outil qui automatise une tâche? Test, parfait. Donc, écoute, c'est excellent le point que tu apportes. Puis, ça revient justement au sujet principal que je voulais aborder, c'est l'automatisation en restauration. Puis, dans le fond, pourquoi c'est important l'automatisation? C'est que c'est là que ça se cache un bon choix au niveau d'une plateforme technologique. Puis, ce qui arrive souvent, c'est que les restaurateurs, ils ne savent pas quelles questions se poser, puis ils se posent les mauvaises questions. Donc, les 2 questions principales à se poser, c'est la première question, c'est quoi les grandes tâches en restauration qui font en sorte que je ne peux pas focusser sur mieux servir ma clientèle, faire en sorte que mes employés aiment mieux travailler ici, puis augmenter mes marges de profit. Ça, c'est la première piste pour une bonne réponse vers une solution. La deuxième, c'est de se demander, les plateformes que je vais implanter, est-ce que c'est quelque chose qui va informatiser un processus, donc au lieu de le faire à la main ou sur Excel, je vais pouvoir le faire sur une plateforme, ou je vais automatiser un processus, donc au lieu, encore une fois, de le faire sur Excel ou sur une plateforme, en fait, la plateforme le fait pour moi. Puis c'est vraiment là que la solution se cache pour la restauration. Puis, dans le fond, je donne un bref exemple.
Quand on pense à Libro, qui est une plateforme de réservation, avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait notre téléphone, on appelait au restaurant, puis on demandait notre réservation pour la soirée prochaine ou au courant de la semaine. Comment ils sont arrivés à automatiser ce processus-là? C'est au lieu d'appeler, on prend notre cellulaire, puis on réserve directement à l'heure que le restaurant peut nous recevoir. Donc là, on n'a plus besoin d'appeler, on a automatisé un processus. Bien, c'est exactement comme ça qu'on opère chez Pivot. Puis pourquoi on le fait bien chez Pivot? C'est parce qu'on est des on pense comme des restaurateurs parce qu'on est des restaurateurs. De plongeur jusqu'à directeur de restaurant, bien, on connaît tous les raccoins de l'industrie. Là. Comme on dit, bien, la restauration, on la connaît comme le fond de notre poche. Puis, on connaît comme le fond de notre poche. Puis s'il y a une chose que je peux vous laisser aujourd'hui, en fait, là, c'est de vous poser les bonnes questions. La question qu'on veut se poser, les deux questions qu'on veut se poser, la plateforme que je vais m'apprêter à rentrer dans mon restaurant, est-ce que j'informatise ou j'automatise? Puis, sur quoi qu'on doit se concentrer? Bien, c'est les raisons principales de pourquoi on a ouvert notre restaurant. C'est la passion de la restauration, mais c'est aussi d'être en mesure d'augmenter nos marges de profit. C'est ça qu'on fait chez Pivot. Excellent, merci. Moi, je vais vous donner mon petit 2 cents aussi avant de poursuivre avec nos questions, mais la vraie question, en quelque part, là, c'est un panel sur la technologie en restauration, mais pourquoi? T'sais, on veut-tu absolument de la technologie? Émeric a fait le bon point. Ma feuille Excel, elle marche. Veux-tu la changer? J'ai-tu absolument besoin de ça? Je fais de la tech. J'ai des centaines, voire des milliers de clients en technologie. Puis, sauf que, tu sais, un marteau, là, c'est super beau sur une tablette, mais ça prend de la poussière. Ça peut bâtir des maisons, puis ça peut prendre des personnes qui ont dans le besoin, puis leur donner un toit, puis en prendre soin dans lequel ils vont vivre, une vie familiale, puis des souvenirs. Ce marteau-là peut faire quelque chose d'extraordinaire. Il peut servir comme arme, puis il peut faire du mal aussi. Puis comme Yvon Deschamps disait dans un vieux sketch, mes outils, il n'y a personne qui les touche, même pas moi. Okay? Fait que ça peut rester sur la tablette puis rien faire aussi. Fait que la tech pour la tech, on s'en sac dans le fond. Si elle ne règle pas un problème, si elle ne résout pas, elle n'automatise pas un processus, on s'en sac la tech. Ça ne veut rien dire. La feuille Excel va marcher, puis savez-vous quoi? Je connais des grands restaurants qui ont une feuille Excel. Je connais plein de restaurants qui n'ont même pas de feuille Excel. Comment tu as casté ton menu? Ah, la cage au sport, c'est 25$, on va mettre ça 24$. OK, c'est parce que lui, il paye moins cher que toi, puis il a un pouvoir d'achat que tu n'as pas. Mais il y en a plein qui le font, là, à tâtons, à l'aveugle, puis c'est correct. Mais c'est difficile. C'est une industrie qui est difficile, puis que les marges de profit sont super minces. Fait que la tech pour la tech, on s'en sac. C'est ce que je vais faire avec ce marteau-là, puis c'est ça qui va avoir un impact. Puis l'autre chose, il y a des entrepreneurs ici qui travaillent, parce que je vais faire le pont de l'autre côté. Émeric disait tantôt, il peut arriver au bon moment. J'ai ma feuille Excel, puis tu ne me feras pas changer ma feuille Excel. En technologie, il y a des early adopters, hein, des adopteurs tôt. Je ne sais pas c'est quoi le vrai terme, là, hein, puis il y a des courbes là, pour les gens qui sont allés à l'école longtemps, là, ce qui n'est pas mon cas. Toi, tu es allé à l'école probablement dans les 5 dernières années plus longtemps que moi dans ma vie. OK? Mais il y a des courbes, hein, 10% pour se rendre là, puis c'est le même temps que ça va prendre 10% pour se rendre en haut de la curve avant d'arriver l'autre bord. Des restaurateurs, puis là, je le dis parce que je l'ai été longtemps, là, j'ai opéré longtemps, fait que c'est pas pour bâcher du monde de restaurant, mais c'est comme l'histoire du gars qui se promène dans la rue. Okay? Il y a un chien assis sur un balcon. Les chiens, ils font « Arr! Arr! » Puis son maître à côté, il reste bercer. « Arr! » Le gars, il passe, il dit « C'est quoi ton chien? » Il dit « Ben, il est assis sur un clou. » Ben, il dit « Pourquoi il se tasse pas? » Ben, il dit « Ça fait assez mal pour chialer, mais pas assez mal pour se tasser. » Fait qu'il y en a pour qui on fait pas d'argent, puis ça va pas bien, puis on fait de la construction dans la rue en avant, puis c'est de la merde, sauf que ça fait pas assez mal pour prendre action puis dire « Je vais me faire suer à implanter 400 recettes dans une plateforme comme Piecemeal, ou à sacrer mes informations d'employés dedans, ou à dealer avec lui et son robot pendant 3 mois, ou aller me faire un diagnostic. » Fait que ça prend des gens qui sont mûrs pour ce changement-là, soit qui ont une maturité, on en parlait tantôt, ou badons, qui ont assez mal financièrement pour dire « Je vais prendre action ». C'est pas tout le monde qui est en même place. Puis la tech, on est tôt, puis il y a 1 trilliard de solutions comme Piecemeal. Puis je pense qu'il y en a 2 trilliards comme Pivot, désolé. Mais tu sais, il y en a maudit dans le marché. Les robots, ben là, vous êtes pas pire avant-gardistes, vous autres. Mais il y en a beaucoup, beaucoup. Puis il y a beaucoup de marde. Excusez-moi, on est en ligne. Il y a beaucoup de choses pas super bonnes, OK? De schnoutaz, bip! Fait qu'il faut faire le ménage. Puis au travers du temps, il y en a plein qui vont mourir. Puis il y en a qui vont se faire acquérir. Puis il y a plein d'affaires. Puis the cream of the crop rises to the top. Je sais pas rapper, mais hein, la crème... La crème, ouais, c'est ça l'expression. Hein? Merci, la crème à ventre, là. Hein? En tout cas, la crème à poigne présentement. Mais
c'est pas tout le monde qui est mûr pour ça. Fait que ceux qui le font déjà puis qui sont là, puis c'est pour ça que je triple les étudiants, parce nous, on va présenter à l'ITHQ toutes les années, puis vous êtes souvent beaucoup plus ouverts à dire donne-moi un outil qui va automatiser ces tâches de chenoute-là répétitives parce que j'ai d'autres choses à faire, puis je veux vivre ma vie, puis je veux passer ailleurs. Fait que c'est pas tout le monde pour les entrepreneurs qui sont prêts, qui sont matures, puis je dis pas qu'ils sont pas matures comme personne, mais qui ont une maturité technologique ou d'opération, qui sont prêts à adopter des trucs. Fait que moi, dans ma tête, là, je me promène dans le champ, là, puis le fameux l'aiguille dans la botte de foin, puis je suis comme, m'a trouvé ceux qui veulent se faire aider. Puis quand je vais arriver à une masse critique où tous les autres vont faire, attends, c'est quoi que les autres ont qui les aident à performer mieux? On va arriver là, mais on est encore tôt dans le processus d'adoption de tech dans la restauration, fait qu'il faut juste pas oublier ce point-là. Rendu ici, je vais sortir mes notes parce que vous avez peut-être déjà deviné que je suis un peu comme un chat, mais ça se peut que je perde le focus des fois, fait que je vais juste... Oh, j'aime ça une question en plein milieu. Christopher et Yannick, vos plateformes se spécialisent dans quoi? C'est quoi le point fort de votre plateforme comparativement à peut-être d'autres plateformes? Nous, on fait des inventaires et des horaires parce que je voulais gérer des prime costs, des coûts principaux à une place. Lui fait des horaires probablement plus poussés que moi, mais juste des horaires, puis il se concentre là-dessus. Moi, je voulais être un peu plus large, lui, il voulait être un peu plus deep, mais ouais, c'est pas mal. Pour ajouter, en fait, on a commencé justement qu'on faisait juste des horaires, mais en fait, nous, ce qu'on s'est vraiment concentré, c'est comme que justement on parlait de, labor cost. Ce qu'on met, c'est qu'une solution qui automatise les horaires, donc tu te présentes chaque semaine, tu appuies sur un bouton, l'horaire se fait automatiquement, puis avec ça, ça va te permettre de voir aussi des coûts de main-d'œuvre prévus, puis de ce qui arrive vraiment, parce qu'on est connecté avec des POS, donc où ce que tu punches, par exemple, pour la nourriture, bref. Et puis, ce qu'on permet aussi de faire, c'est de faire la paye automatique aussi en un clic. Donc, on enlève des processus pour qu'ils se concentrent, comme je disais plus tôt, sur ce qui compte vraiment. Donc, la paye, les horaires, les costs. Tu fais-tu la distribution des pourboires? Distribution des pourboires, distribution des cotes. Donc, quand on parle de paye, c'est vraiment de A à Z. On est justement partenaire avec... merci d'avoir ouvert la porte. Mais avec Employeur D, Netris et autres. Donc, justement, les grands joueurs de l'industrie. Mais ça, si tu me permets, c'est une grande innovation parce que faire des horaires avec 50 personnes qui ont des disponibilités différentes, c'est un casse-tête incroyable. J'en ai fait dans ma carrière beaucoup, des horaires de différents départements et distribuer des pourboires de plusieurs départements et je pouvais passer 7 à 8 heures par semaine sur cette tâche-là. Donc, de savoir maintenant qu'on peut rentrer les disponibilités et que l'outil peut nous générer avec des paramètres, une proposition d'horaire, bien, je veux dire, ça révolutionne. Écoute, tout à fait. Écoute, juste, tu parles de 7 heures, il y a des gens qui... Ça peut prendre même des jours, on a vu des situations différentes, comme des gens que ça peut prendre 30 minutes parce qu'ils ne vont pas modifier l'horaire. Donc, notamment, c'est qu'il y a des restaurateurs qui ne prennent pas en compte non plus les besoins des employés. Puis ils disent, bien, regarde, ça sera l'horaire de la semaine passée, puis Joshua qui m'a demandé congé, bien, il s'arrangera. Fait que, oui, on est les restaurateurs, mais aussi les employés, parce qu'en ce moment, ce qu'ils vont recevoir, c'est un horaire qui les convient. Puis, veut pas, on joue dans la rétention des employés. Fait que, autant de sauver du temps que de sauver la rétention, c'est un bon point que vous avez apporté. Cool. Puis nous, ce qu'on... Non. Je lui ai dit qu'on allait se battre. Jean-Michel? C'était pas une question aussi pour toi? Ah non. Je ne pourrais pas répondre mieux que ça. On fait vraiment les mêmes affaires, c'est très similaire. Les autres sont plus poussés là-dessus. Je ne vais pas rentrer dedans. Je l'ai dit, la tarte est assez grosse pour tout le monde. Mais viens me voir après, OK? Je vais te faire... les technologies émergentes, comment ça peut nous aider à transformer? Vous l'avez vu là, vous avez des idées ailleurs. Y a-tu comme un aspect, tu me parlais d'un aspect marketing l'autre fois, puis j'étais comme le premier à faire je n'étais pas sûr, mais vous avez cet exemple-là chez Louis, puis tout ça, mais sur quoi d'autre vous travaillez, puis qu'est-ce que tu vois où on peut aider dans les opérations? Bien, certainement que juste en termes de logistique du transport de la nourriture, c'est là que les robots, comme aujourd'hui, on va tout de suite voir un impact. Puis le fait de faire ça, en fait, souvent, ce qu'on oublie, c'est « OK, cool, j'économise des pas. » Bon, premièrement, il faut qu'on se rappelle, il y a beaucoup de pas dans une journée pour un serveur. Fait que c'est pas juste « OK, j'économise des pas », c'est beaucoup de pas. Mais c'est aussi des fois le temps qui est passé dans la cuisine du serveur à se mettre à niaiser avec les autres puis à jaser, que là, bien, ce serveur-là peut rester dans la salle à manger. Fait que ce temps-là, ben, il peut s'en servir pour justement offrir un meilleur service auprès des gens et tout. Fait que ça change quand même gros les opérations aussi, juste d'introduire un robot qui fait l'aller-retour sans cesse. Puis justement, là, je donne la responsabilité au cuisinier de « c'est prêt, je l'envoie déjà ». Un petit truc que je n'y avais pas pensé avant qu'un cuisinier me le dise, c'est que par le fait que c'est le cuisinier qui peut tout de suite dire « OK, c'est go, je peux l'emmener, j'ai pas besoin d'attendre mon serveur », ben, de la crème glacée, ça se gérait mieux avec un robot qu'avec un serveur. Il pouvait le mettre « OK, c'est prêt, je l'envoie ». Fait que c'est ici, aujourd'hui, on peut voir déjà un petit
un impact, mais c'est aussi dans le futur, les robots vont pouvoir s'améliorer, vont pouvoir avoir l'ajout de l'intelligence artificielle, on va pouvoir un peu standardiser certaines même ajouts à ce processus-là. Fait que, par exemple, quand le robot arrive, ben, il pourrait tout le temps proposer la soupe du jour, le repas, le rabais du jour. Fait que c'est des choses que tu le sais que des fois tes serveurs sont trop occupés, ils l'oublient, ben là, ça te fait un nouveau upselling par rapport au robot. Fait que c'est plein de petites choses comme ça. Peux-tu avoir une voix sexy comme la mienne où il est peut, comme bonjour, voulez-vous avoir la soupe au pot? Ben, peut-être pas comme la tienne, en fait, je dirais, mais presque. Presque? Ok. Mais c'est difficile à. Merci d'être venu. J'ai peut-être une question. Ah, j'aime ça. Pour l'implantation des robots, avez-vous des feedbacks des clients sur comment ils reçoivent ça, d'avoir un robot qui vient vers eux? C'est une superbe question et oui, on en entend parler. C'est vraiment dans les deux sens, en fait. Parce que malheureusement, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est très négatif. Pour vrai, quand il y a un post, c'est négatif, les gens se mettent à chialer et tout. Par contre, très ironiquement, c'est souvent les posts qui ont le plus de réactions puis qui fait le plus de publicité au restaurant, mais malheureusement, les commentaires sont négatifs. En background, la réalité, vraiment, c'est positif. La réalité est positive plus que ce qu'on voit, mais c'est ça, c'est le côté qu'on voit qui est négatif. Fait que ce que je peux voir, c'est... on ne peut pas parler du chez Louis ici parce que c'est un projet qui s'en vient, mais un que je connais très bien qui est le Saint-Hubert. En fait, eux, ce qui est le fun, c'est qu'ils ont souvent des appels de famille pour dire comme « Hey, est-ce que le robot il est là? Je m'en viens. » Puis une autre chose que j'ai vraiment trouvé intéressant en parlant avec les serveuses, d'ailleurs, même cette semaine, c'était « Colin, c'est rendu que plus le robot est là, plus j'arrive pour servir, puis les clients me disent « Non, je vais être servi par le robot. » Fait que, pour vrai, la réaction est plus positive que négative, mais ce qu'on voit de nos yeux sur les réseaux sociaux est malheureusement un peu négative encore aujourd'hui. Attends qu'il se développe une attitude, le robot, puis qu'il décide qu'il va travailler le samedi. Avec ce qu'on voit de ChatGPT, j'ai l'impression que ça pourrait arriver l'attitude un peu. Là. Marie-Josée, si on enlève le chapeau du THQ, on prend le chapeau de femme d'opération, de directrice générale, d'implanteuse de nouvelles technologies à 5-6 ans. Qu'est-ce qui te prédisposait? Je parlais d'early adopter tantôt. Est-ce que c'est tes équipes? Tu sais, comme j'imagine que c'était Yann ou quelque chose dans le temps, mais c'est-tu eux autres qui sont venus te convaincre qu'ils voulaient essayer une nouvelle bébelle? C'est-tu toi qui le Non, j'étais voyais? capable de penser par moi-même. Non, je sais, mais des fois, on peut se faire influencer. Non, Je suis capable de penser, mais comment tu voyais ça? Tu sais, dans notre industrie, on est pas mal habitué de prendre nos vieilles manières. Qu'est-ce qui t'a ouvert? Ben, moi, c'était surtout pour avoir des gains en énergie. On en parlait tantôt, puis réduire les efforts. Donc, j'ai toujours appris à travailler en ergonomie, mais pour moi, les solutions technologiques et numériques, ben, ils me permettaient d'avoir justement de l'efficacité et de pouvoir gagner en points, parce qu'il faut être hyper créatif aujourd'hui pour faire des profits. Hein? Donc, il faut sortir de la boîte, il faut penser. Et en même temps, tu parlais tantôt que le tech pour le tech, effectivement, si on ne nourrit pas la bête, bien, elle ne nous donnera pas l'information qu'on a besoin pour être efficace. Donc, ça change les routines, puis ça culbute les routines, d'ailleurs, de beaucoup de monde quand on en installe, mais c'est nécessaire. Puis en même temps, je pense qu'une fois qu'on a commencé à installer des solutions numériques, ben, on y prend goût, puis on en essaye d'autres. Le but, c'est que les solutions puissent communiquer entre elles, entre autres, si on est capable de les relier à un système de comptabilité ou un système de paye pour la gestion d'horaire. Après ça, on va jusqu'à l'eurodateur. On intègre toutes les solutions, puis en même temps, là c'est vraiment payant au niveau de la réduction des efforts. Tant que l'API ne foire pas, puis que là, ça ne marche pas, puis t'appelles. Les interfaces, il faut les Ben redémarrer. On devient quand même des petits techs en nous, là, Ben oui. parce que faut que ça, Oui, faut que ça faut marche. devenir des brouillards si on Oui, veut voilà. avancer. Mais on ne plus veut vite. plus retourner après à Mitten ou au fichier Mais Excel. C'est fini, là, rentrer les factures. On veut mettre ça dans Piecemeal puis qu'ils reconnaissent notre facture. On n'a pas parlé de ça, mais ça, c'est hyper innovant. C'est ça. Ouais. On a processé pour quasiment 50 millions l'année passée de factures, c'est que ça marche. Mais je suis curieux, tu sais, on parle d'opération, puis je pense que tu as fait le point sur ce que vous faites. Yannick, mais t'as-tu, je vais te mettre sur le spot, là, mais t'as-tu un use case, j'imagine, là, moi j'en ai une coupe de mon côté, mais t'es comme moi, ça c'est la plus belle preuve de on est parti de là, puis les gains, puis l'apport qu'on a amené à ce client-là, c'est vraiment, puis tu sais, j'imagine, j'en imagine plein qui étaient dans Excel, puis qu'aujourd'hui ils font leur paye en one click, là, mais en fait, je m'en allais pas là, mais je me souviens d'une cliente après la COVID qui nous a dit si c'était pas de Piecemeal, on n'aurait pas survécu. Ça m'a rappelé pourquoi on faisait ce qu'on faisait, puis après avoir eu la petite larme à l'œil, j'ai fait attends, comment on l'a aidé, puis comment je peux apprendre de ça.
Mais j'imagine que tu en as des plus frappants que d'autres, mais as-tu un exemple à nous partager? Oui, puis, ben écoute, c'est justement, quand tu dis justement, tu as pensé à quelque chose qui est venu plus te chercher, puis ça m'a fait penser à un use case. Tu parlais de Saint-Hubert plus tôt. Justement, Saint-Hubert, par exemple, je pense tout le temps à ma Karine de Québec, qui est l'ambassadrice pivot. Puis la raison de pourquoi, c'est que, en fait, tu me parlais de résultats concrets. Justement, en fait, en tant que startup, oui, on se découvre, veux pas. Tu commences une compagnie, tu penses faire une solution, puis finalement, le monde ne l'utilise pas comme tu le pensais. Bref, on a pris le moment de s'asseoir avec nos clients, puis Karine, elle nous disait, écoute, comme tu le disais, on est allé, par exemple, avec Pivot ou n'importe quelle plateforme technologique, puis on ne veut plus revenir en arrière. À chaque semaine, ce qu'on fait, c'est qu'on quitte les jobs administratifs, puis on se concentre avec nos employés. OK, comment on peut augmenter, par exemple, les moyens de facture? Comment on peut se concentrer sur la salubrité de notre restaurant? Donc, je te dirais, les résultats concrets, oui, c'est beau, tu sauves du temps, mais il faut mettre le temps à bonne place par la suite. Puis ça, c'est un autre défi aussi pour les restaurateurs. Puis des fois, ça arrive qu'on accompagne des restaurateurs comme ça, mais Karine, elle, proactive, justement, elle dit, bon, ben, on a été capable de se concentrer, par exemple, sur la salubrité, on a été capable d'augmenter nos moyens de facture, tout avec des stratégies qu'il y avait déjà en place, puis que Saint-Hubert, sûrement aussi, aide beaucoup. Donc, je te dirais que chacun de nos clients, je te dirais qu'il y a quelque chose qui vient les chercher plus, que ce soit la paye, l'horaire ou même le labor cost. Mais je te dirais que ça varie, mais Karine, c'est juste parce que je le partage pas bien comme elle. J'aimerais ça qu'elle soit ici et qu'elle vous présente tout ça. Mais en soi, FaceTime-là, elle n'est pas occupée dans le service présentement. J'ai pas mon sel, mais Jérôme pourrait essayer. Mais non, c'est vrai. Fait que Karine Saint-Hubert, je trouve que surtout aussi des vieilles méthodes à fonctionner, ils sont partis de zéro. Elle a dit, comme tu l'as dit, on ne viendrait jamais en arrière. Si c'est pas. En fait, elle disait, si ça ne fait pas l'horaire en un clic, on ne veut rien savoir. L'automatisation puis d'implanter une plateforme, là, c'est quelque chose. Donc, si les plateformes ne communiquent pas entre eux, puis tu ne réduis pas la barrière à l'entrée, c'est dur d'entrer une plateforme dans un restaurant. Puis c'est comme ça qu'on l'a trouvé. On se plug, par exemple, avec les POS, avec les logiciels de paye, puis on tire toute l'information. On enlève que l'être humain aille à s'inscrire, puis par exemple, à créer toute cette structure-là derrière. C'est ultra important, je trouve, pour la restauration. Oui, puis je me souviens d'autres compagnies avec lesquelles je parlais, puis comme on avait de la misère à avancer, puis on avait de la misère à arriver chez des clients, puis à aider des restaurants. Puis là, il y a des places où on a mis des automatisations, puis on s'est rendu compte que on accélérait là, il fallait faire de quoi manuellement. On accélérait là, il fallait faire de quoi manuellement. Puis quand on a automatisé tout ce processus-là, là, tout d'un coup, ça s'est mis à bouger parce que là, les gens étaient comme, si tu me le donnes à moitié, ça ne m'aide pas. Hein? C'est la même affaire si tu envoies un demi-club sandwich, probablement que ton invité ne sera pas heureux. Ben, c'est la même affaire pour nos clients restaurateurs. Je pense qu'on a besoin d'optimiser et d'automatiser le plus possible de tout ça. On l'a parlé tantôt, on a des early adopters, on a des personnes qui sont peut-être pas prêts, qui ne sont pas là, qui ne sont pas rendus à un moment où ils sont prêts à adopter des trucs. Ceux qui le font, pas parce qu'ils ont signé une entente ou un contrat que c'est bang, merci, bonjour, ça va bien, paye sur le piton. Peut-être chez vous, c'est ça, là, mais parce que c'est un one-click, mais il faut quand même, il y a une courbe d'apprentissage, il y a le présenter à l'équipe, il y a une courbe de formation, de tout ça. Comment on peut aider les restaurateurs? Ça prend 21 jours de créer une bonne habitude. Effectivement. Je veux dire qu'avec moi, des fois, c'est 46 jours. Fait que, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les restaurateurs à adopter de la tech plus efficacement? Tu en as implanté, puis là, avec l'ITHQ, tu le fais. Toi, tu es en roll-out, puis tu fais des trucs. Vous le faites avec plein de clients, nous aussi. C'est quoi tes best practices? C'est quoi les gros points où on peut les aider à s'assurer que ça fonctionne, si on veut s'assurer d'avoir un résultat positif? En partant, on parlait de ton meilleur vendeur, c'est un client qui est satisfait. Déjà, quand ça part de quelqu'un qui était déjà content, puis tu te mets à parler aux nouveaux clients, il y a déjà beaucoup plus d'ouverture à écouter puis à vouloir introduire le robot. Fait que ça ne dépend pas de moi, mais qu'est-ce qui dépend de moi? Qu'est-ce que j'ai remarqué? Ça va aller un peu avec les clients tantôt, cette fameuse question-là. Les robots, ça dérange en ce moment. C'est cool, mais ça dérange. Fait que il y a une énorme réticence du personnel, des serveurs. Fait qu'il faut vraiment les rassurer. Fait que la première étape de tout, c'est, avant même de rentrer le robot, c'est de réussir à l'introduire. Fait que c'est de s'assurer avec le directeur ou avec le gérant qui va en parler, puis il va quasiment trouver un moyen d'y donner un nom au robot pour que les gens ils l'aient déjà accepté, puis ils sont contents de le voir, puis qu'ils rassurent que maintenant que le robot il est là, il remplacera pas des chiffres ou de quoi comme ça. Fait que l'introduction, ça change beaucoup, beaucoup de choses sur le reste. Ensuite, il y a l'installation. Bien entendu que là, il faut que tu t'assures que ça se passe bien et tout. Là, ça ne change pas grand-chose. Je n'entrerai pas dans le détail ici. Après ça, il y a la formation du personnel. Mais quand je parle de la formation,
Si tu es superficiel à juste dire, OK, le robot, il fonctionne de même, 2-3 clics, puis let's go. En passant, c'est ma première introduction, ma première intégration, c'est de même que je l'ai faite. Et là, j'ai passé le reste de la journée en arrière à regarder qu'est-ce qui se passait et les serveurs étaient rouges de colère, je vous jure. Ils n'étaient pas contents, tout. Puis c'est là que j'ai appris qu'il fallait que je les supporte plus puis que j'introduise le robot. C'est un peu ça aussi qu'il m'a dit parce qu'eux, c'était comme, ben là, il est là, puis là, il fait toute ma job, puis il était fru après le robot. Fait que là, il fallait que je l'introduise. Fait que c'était pas juste de leur montrer comment il fonctionne le robot, mais comme leur dire qu'est-ce qu'il va faire pour les aider eux. Une des choses, pour de vrai, c'est que le fait qu'ils fassent ces transports-là, qu'ils transportent beaucoup de plats, ben, pour vrai, ils peuvent finir par avoir plus de pourboire, sans blague. Ça finit comme ça. Fait que là, c'est bien leur expliquer. T'as pas besoin de taper out le robot, t'es correct? Hein? T'as pas besoin de taper out le robot. Tu sais, ailleurs, il faut que tu tape out le boss boy, tape out le barman, Ouais. tu tape out le robot. Exactement. C'est un très, très bon point. Puis après ça, ben, il y a le support court terme très proactif. Parce que c'est rare que le robot, une fois qu'il est là, je pars, puis clac, je me lave les mains, c'est fait. Fait que les 2-3 premières semaines, il y a du suivi qui doit être fait par téléphone et même en présentiel. Mini anecdote, la première fois ever qu'on a mis un robot dans un restaurant, on l'a mis là, on a essayé de s'assurer que ça se passe bien, on est parti, on a juste fait un suivi courriel. Malheureusement, la personne avait eu des petits problèmes, il nous en a pas parlé, puis ça a été une non-vente, c'était une démonstration. Fait que là, c'est là qu'on a appris, il faut faire un suivi, qu'on aille en présence, que je fasse parler les employés. D'ailleurs, les employés vont tout le temps dire que ça se passe bien, ils sont gênés de te dire que ça se passe mal. Fait qu'il faut que j'écoute. Pour vrai, à chaque fois que j'écoute un peu sur le coin, c'est là que j'entends des petites affaires qui n'aiment pas du robot. Il y a beaucoup d'humains dans l'introduction d'un robot, ironiquement. Puis après ça, c'est de rassurer qu'il y a un support, parce qu'un robot qui se promène, ben, malheureusement, il y a des petits bris qui peuvent arriver une fois de temps en temps. C'est rien de dangereux, de grave. Puis c'est garanti. Mais c'est ça, il faut que tu t'assures que si ça brise, ben, tu t'en viens le réparer le plus vite possible. Ouais. Cool. J'ai une question. Oui. Ben, j'ai envie de rebondir sur ce que vous venez de dire. Là. C'est très intéressant. D'ailleurs, je me demandais si vous faisiez l'accompagnement dans la gestion du changement auprès d'entrepreneurs, auprès du restaurateur. La deuxième question, je voulais savoir, est-ce que, puis après, je ne suis pas familière, pas vraiment, je voulais savoir, est-ce que dans le parcours client, à un certain moment, il y a une interaction humaine avec quelqu'un? Puis si c'est le cas, comment est-ce que l'humain supporte le robot dans ce fameux parcours client? Je serais très intéressée à voir comment. Oui, deux bonnes questions. Fait que par rapport à l'introduction, la réticence au changement et tout, oui, nous, ça fait partie de notre service parce qu'on n'a pas vraiment le choix pour de vrai. Quelques entreprises qui ne le font pas, je ne comprends pas tout à fait parce qu'il faut rassurer les employés et tout. Fait que souvent, ce que je vais faire, je vais parler avec le propriétaire, je vais lui demander de me trouver son champion. C'est le même que je l'appelle. Fait que l'employé qui sait qu'il va être beaucoup plus ouvert, puis cet employé-là, je vais passer plus de temps avec, puis cet employé-là va être capable d'influencer les autres employés à accepter le robot. Puis là, moi, souvent, quand je viens là, en passant, installer le robot, c'est une affaire de 2 heures, 2-3 heures, mais je vais être là 8 heures de temps parce que je vais m'assurer que tout le monde est à l'aise puis tout. Fait que oui, il y a vraiment cette introduction-là. Puis quand je parlais d'un support proactif au départ, c'est ça, c'est que même si après 8 heures, je suis parti puis tout le monde a de l'air heureux, non, c'est pas fini. La game n'est pas finie. Il faut que je revienne 2-3 jours plus tard, que je rejase avec eux. Et là, il va y avoir des petits problèmes qui vont avoir sorti. Fait que oui, il y a vraiment, je trouve que c'est pratiquement obligé qu'il y ait ce suivi-là. Et par rapport aux clients, encore là, c'est pas moi nécessairement qui va le faire. Mais en fait, oui, un peu. Quand je suis en résidence pour personnes âgées, les restaurants, je le fais pas, là, mais résidence pour personnes âgées, je fais une tournée de présentation du robot une fois que c'est fait puis que les serveurs l'utilisent. Mais si on vient côté restaurant, c'est les serveurs qui doivent avoir leur petit discours d'introduction. « Hey, on a un nouvel ami », puis il faut que les serveurs disent aux clients qu'ils sont contents. Parce que s'ils ne disent pas ça, là, c'est là que les clients ont l'air d'être loyaux à leur serveur, puis c'est là qu'il y a un peu plus de négativisme. Fait que oui, il y a cette formation-là, cette éducation-là à faire aux serveurs pour que les clients l'acceptent aussi un peu plus. Je veux juste valider quelque chose avec notre équipe de production. Tantôt, on a commencé un peu plus tard. Je demandais à Andréane si je finissais ça à 40 pour qu'on puisse faire une couple de questions. Puis il y a quelqu'un qui m'a fait signe. 8h30. Fait que là, je veux juste savoir, je coupe tout ça à 10 minutes ou j'ai mon 10 minutes, là? J'ai mon 10 minutes, malade. De toute façon, il n'y a pas assez de monde pour m'enlever de cette chaise-là, mais c'est pas grave. Je fais des blagues. De votre côté, t'en implantes présentement. Est-ce que vous avez on quelques vient de trucs mettre sur ça? le point important, la résistance au changement. C'est que ça. Il faut préparer nos équipes, c'est hyper important. Et on travaille avec des humains. On veut implanter de l'automatisation, mais il reste que c'est avec des humains. Donc, tout ça, ça se travaille. C'est la théorie du petit pas, c'est le partage, le témoignage. C'est la clé pour pouvoir arriver à implanter. Cool.
Ben, en fait, la restauration, on le dit tout, là, en fait, c'est une business d'humain, c'est une business de relations. Puis je trouve que nous, dans notre service, ce qui est difficile, c'est d'être en mesure d'implanter tout ça rapidement puis à grande échelle, tout en gardant un bon service. Donc, c'est un défi qu'on gère à l'interne, puis je trouve qu'on gère bien pour l'instant. Puis je pense qu'être en mesure d'entrer une plateforme, pour nous, c'est plus simple parce que, mettons, c'est plus, par exemple, l'horaire. Donc, quand on se connecte avec d'autres, on utilise d'autres joueurs pour enlever l'être humain. La barrière d'entrée, ce qui arrive, c'est qu'il n'y a pas le temps. On touchait le point plus tôt. Donc, nous, c'est de travailler à l'interne même de notre plateforme. Comment qu'on peut enlever l'être humain? OK, on l'enlève ici, on l'enlève ici, on l'enlève ici. Puis à force de travailler dans ce sens-là, puis aussi sur la facilité de l'utilisation, nous, on est chanceux, on a grandi dans l'ère de la technologie. Puis je ne suis pas quelqu'un qui est très patient. Fait que quand on travaille, justement, c'est des nouveaux modules, moi et Jérôme, on travaille ensemble très fort pour dire écoute, non, là, je décroche. Ça ne parle pas restauration. Donc, je pense que c'est important de connaître la game, la restauration, c'est important de connaître la game, la technologie, puis d'enlever l'être humain le plus possible sans que ça nuise justement à la plateforme non plus. Donc, autant le service aussi humain qui est très important. C'est une super bonne question sur la gestion du changement tantôt, parce que c'est la partie la plus importante. C'est pas le coût d'acquisition d'un outil qui est difficile, c'est de la formation, c'est le changement. Tu sais, j'ai du monde qui était comme, c'est super cool ce que vous avez bâti, mais ce que j'ai, ça marche. Puis, tu sais, j'en ai un système, puis il est vieux, puis il est lettre, mais il fait le job, fait que je vais pas le changer parce que faudrait que je forme mes employés, tout le monde est habitué de l'avoir. C'est l'avantage des technos quand on est rentré en quelque part, par exemple, on est assez sticky parce que c'est dur de les arracher une fois qu'ils sont là parce qu'ils sont appréciés puis parce qu'ils font partie du quotidien. Moi, sur comment on peut les aider, tout ça, mais j'ai le goût de vous partager quelques trucs sur mes 4-5 ans en technologie maintenant. Des petits trucs, je m'étais pris des notes, puis je me suis dit, je vais essayer de m'en rappeler, voir si ça enlève mes notes, mais en B2C, quand on deal les techs, puis on est pas mal tous en opération, nous autres, puis en B2B, mais en B2C, souvent, la tech, elle va aider à faire des choix, puis à guider dans des décisions. Pensez-y, tu sais, par rapport au restaurant, au voyage, une tablette avec une carte des vins, ou un voyage, ou une expédition, un chalet avec une montagne comme sur le mur là-bas. Mais en B2B, souvent, il faut que ça, c'est ce que tu disais tantôt au niveau de l'automatisation, mais il faut que ça élimine des tâches répétitives à valeur non ajoutée. C'est là qu'on peut enlever l'humain puis le remettre dans ce qui est bon. Hein? Avec nos invités en salle, en train de former nos employés, nos équipes, tout ça. La transformation numérique, on disait tantôt, il y a des early adopters, il y a des gens qui sont plus tard. Quelques points là-dessus. C'est pas si vous allez la faire, c'est quand. Parce qu'à un moment donné, tout va s'en aller vers ça. Puis oui, vous allez peut-être être dans 50 ans le dernier Gaulois avec sa feuille Excel. Là. Mais il y a un moment donné, ce qui va arriver, c'est que plus on attend, plus la fameuse courbe de changement, puis d'apprentissage, puis d'adoption va être difficile parce que la marche va être trop haute par rapport aux autres. Mais le plus gros point, pour moi, dans ça, comme employeur, c'est que vous, là, vous avez découvert des trucs à l'école, puis vous allez arriver, puis t'es comme attends une minute, tu fais ça avec un boulier, là, t'as une abacus pour faire l'inventaire? Non, moi je travaille pas ici, OK? Fait que, tu sais, nous, on a un truc d'automatisation des horaires avec la convention collective dans les hôtels. Là. Ben, j'ai des directeurs banquiers qui sont comme, je ne retravaille plus jamais sans ça. Là. Je ne me retourne pas à la feuille Excel avec mes 7 feuilles Excel sur des panneaux en train de signer avec mes employés qui travaillent où, puis j'ai-tu un grief, puis y a-tu un bumping, puis... Fait il y a un moment où, là, il y a encore juste quelques hôtels. Mais quand on va avoir conquis le monde, là, toutes les compagnies de tech, ça va être moi comme employeur, si j'ai des vieilles régines d'outils, ça me tentera pas. De la même manière que je suis sûr qu'il y a du monde en cuisine, si j'ai travaillé avec un rationnel, puis que là j'arrive avec un vieux ciron qui a juste 2 ronds qui marchent puis qui est crotté, ça me tentera pas de travailler dans cette cuisine-là. Mais la tech, ça va être ça aussi à un moment donné. Fait que ça se peut que vous soyez pas prêts là, mais dans le temps, si on le fait pas, ben ce changement-là, plus on va attendre, plus il va être difficile, plus la marge va être haute, puis plus on va être moins attractif comme employeur. Puis, le dernier point que je voulais faire, je m'en souviens pas, parce que mon hamster, je vous l'ai dit tantôt, il y a la mémoire d'une souris, mais c'est super cool parce que ce soir, on est hyper opération, puis je trouve ça très cool parce que souvent, ce qui est bien sexy, c'est juste des maudits outils de loyauté puis de marketing. Du top line, qu'est-ce qui va rentrer de l'argent? Une plateforme de réservation, puis ben, tu sais, c'est cool, mais un open table, ça me coûte cher, mais je vais être vu là, puis un programme de loyauté, puis de cartes, puis de points, puis de ci, puis de ça. Super cool pour rentrer du top line, mais si je rentre des revenus, mais un bateau, là, quand même, que je rentrerais du cargo, s'il est trop gros de même puis que tout tombe dans le fond de l'océan, c'est pas super pratique. Fait que il y a la partie où je vais optimiser mes horaires, où je vais simplifier mon service, où je vais optimiser mes inventaires, peu importe ce que vous voulez gérer des opérations plus efficacement, c'est pas sexy, c'est long, ça demande du temps, mais c'est souvent plus bénéfique si je veux
maximiser ma rentabilité que de rentrer de l'argent. Parce que s'il y a une hémorragie de cash, on s'en fout de ce qu'on va être capable de faire. Fait que C'est pour c'est ça sûr que que je nous prêche autres, on pour ma fait des paroisse. diagnostics, c'est justement pour t'aider. Exactement. Parce que non, mais c'est cool. Si, au contraire, je suis performant, là, je vais maximiser mes revenus. C'est là qu'il va en rester plus pour prendre soin de nos employés, dans les poches de l'entrepreneur, que les restaurants vont rester ouverts plus longtemps, mais continuer à rentrer des revenus dans une business qui a pas nécessairement. Puis là, je parle même pas, je parlais d'oublier la tech tantôt. Oublions la tech, que ce soit une feuille Excel ou un moyen de calculer mes coûts et de savoir je suis où, mais ça ne donnera pas grand-chose. Fait que gardons ça. Des fois, c'est bien le fun de tomber en amour avec l'affaire qui chaîne, puis la boule de VR qui présente le menu à la porte, puis le casse, mais c'est parce que si je perds de l'argent sur ma salade César à 15$, ça va être dur à un moment donné d'être rentable en bout de ligne. On a le temps pour des questions, puis j'aime ça. On est mûr pour une question. C'est un très bon sujet, parce que ce que je me demande, si vous faites rentrer plus d'argent, ça vous permettra justement d'acheter plus de solutions qui vont vous économiser de l'argent. Ça peut un peu comme un cycle ou un chicken and egg. Oui, sauf que, mettons qu'on oublie la tech, là. Si je me gère pas dans le feuille Excel, là, ou sur le coin d'une napkin, mon food cost, mon coût de main-d'œuvre ce midi, là, j'ai ces 4 charmants étudiants-là qui sont là, puis OK, là, j'ai le temps de vendre, puis mon labor cost, il est à 22, puis je suis supposé être à 17. Pas besoin d'un outil technologique pour faire ça. J'ai besoin d'avoir la maturité opérationnelle pour le faire, ou mon food cost, j'en suis où. Je vais t'avouer que les outils techno sont pas tant chers, ils sont tous en SaaS, à temps par mois, pas de contrat. C'est pas comme avant, il fallait que tu te mettes 25 000 pour t'acheter une solution d'inventaire ou 500 000 pour acheter SAP. On n'est pas là aujourd'hui. Fait oui, il y a les deux, mais quand même que tu me rentrerais des revenus, s'il y a une hémorragie puis tu n'es pas capable de contrôler ça ou que tu ne fais pas un horaire basé sur un budget puis tu es proactif sur ta gestion, parce que tout ce que je te dis là, je l'ai fait avec 120 clients de consultation. Puis là, vraiment, je réglais 2 affaires en rentrant. C'est quoi les écarts sur l'inventaire, puis c'est quoi le coût de main-d'œuvre. Si tu t'assieds que le coût de main-d'œuvre, puis que moi, je te calcule que selon ton revenu, puis ce que tu devrais atteindre pour faire de l'argent, tu as le droit à 168 heures dans ta semaine, puis qu'il y en a 320. C'est pas un outil technologique qu'on a besoin, c'est un crayon pour effacer pour tweaker l'horaire. Fait que c'est plus au niveau de la maturité d'opération puis de gestion. Si la plupart des restaurants ils adoptent des bonnes méthodes de gestion, ce qui reste après, c'est juste faire plus d'argent, finalement, mettre plus d'argent sur le marketing. S'il en reste plus dans les poches, là maximise-moi. Moi, mets le rocket ship sur quelque chose qui performe. T'sais, si je mets un moteur de F1 dans une F1, là, on va y aller ce printemps, là, la piste, là, ça spin sur l'île Sainte-Hélène, OK? Si je mets un moteur de F1 sur le tricycle de ma fille de 3 ans, ça se pourrait qu'elle rampe l'asphalte sur un demi-kilomètre de piste cyclable. Fait qu'il faut mettre le moteur sur le bon outil qui va me donner ce que j'ai de besoin en bout de ligne. Ça fait du sens? Non, ça fait beaucoup de sens. Ça répond à beaucoup de questions. Cool. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. J'en ai une autre, je suis fatigante. Ah, j'aime ça. Je reviens avec les voitures, ça me fascine. Est-ce que vous avez eu, puis je vais pas vous mettre sur le spot, est-ce que vous avez eu une corrélation directe qui démontre que, par exemple, le robot est peut-être plus rapide qu'un humain? Est-ce qu'il fait moins d'erreurs qu'un humain? Est-ce que ça a permis d'avoir davantage de revenus, mais non pas uniquement se focaliser sur les dépenses qui sont... J'ai l'impression que ça a été inventé, puis corrigez-moi si je me trompe, pour réduire le gap qu'on a avec la pénurie de main-d'œuvre. Donc, je serais curieuse de savoir c'est quoi l'impact sur l'augmentation des revenus plutôt que la dépréciation de dépenses. Ouais. J'ai un cas qui a été documenté, qui est dans un Cora. Puis, par rapport aux revenus supplémentaires ici, dans leur cas, parce que revenu supplémentaire égale plus de ventes, ou toi, c'est parce que tu as l'air de vouloir t'éloigner de l'économie de main-d'œuvre, mais là, en même temps. En fait, je suis curieuse de savoir, est-ce que les avantages d'avoir cette technologie-là sont uniquement reliés à la réduction du nombre d'employés requis? Ou est-ce que ça permet plutôt d'augmenter la productivité d'un restaurant de sorte que, par exemple, le délai de livraison est peut-être plus rapide? Je serais curieuse de savoir. Oui, OK. En fait, oui, j'ai une bonne réponse pour ça. Là. Fait que oui, le restaurant Cora, c'était vraiment intéressant. C'était un restaurateur très motivé qui était sur l'opérationnel puis il voulait savoir puis tout. Fait que lui, ce qu'il a pu remarquer, en fait, c'est très intéressant. Il a diminué son nombre de tables. Il a diminué son nombre de tables pour laisser plus d'espace au robot. Puis, ce qu'il a remarqué, c'est que dans les moments de rush, il était capable d'avoir un meilleur roulement des tables parce que ça accélérait le fait que les serveurs, étant donné qu'ils n'avaient plus à aller en cuisine, ils pouvaient prendre les commandes plus rapidement, puis ils pouvaient aussi donner les factures plus rapidement, vu qu'ils étaient plus longtemps dans la salle versus quand ils passent leur temps dans la cuisine. Fait qu'il avait remarqué qu'au final, son roulement avait même un peu accéléré par rapport à ça. Puis aussi, comme les serveurs étaient là, puis là, lui, ça n'est un que...
il a les bonnes habitudes, là, il a les bons fondamentaux, ben, il a poussé ses serveurs à dire, là, poussez, faites du upselling. Fait qu'il avait aussi remarqué un certain pourcentage, je pense que c'était comme plus que 10% de upselling par rapport au fait que les serveurs étaient plus présents en salle. Mais ici, c'est un motivé. Si les propriétaires ne mettent pas cette énergie-là, les impacts sont moindres, mais quand même, oui, il y avait eu un impact directement sur le revenu supplémentaire qu'occasionnait le robot. Ouais. Je pense qu'on pourrait parler longtemps. On va se faire ça sur. Oh, il y a une question, j'allais dire. Là, je vais me faire taiser si j'arrête pas bientôt, mais j'ai le goût, je t'écoute, puis on. Moi, j'avais une question plus quand on est du côté de ceux qui fournissent ce genre de solutions. Puis dans la restauration, c'est quoi les défis qu'il y a pour intégrer les différentes fonctions utilisées ensemble? Il nous manque à peu près 2 heures pour faire ça. Même si j'essaie de te donner une réponse intelligente à 1 minute, on n'y arrivera pas. Moi, j'ai soif, t'as soif. Moi, je vais aller me chercher un verre de vin, puis je ne peux pas te donner mon 2 cents là-dessus, mais je pense qu'en 15 secondes, à moins que vous ayez quelque chose, c'est que si on n'est pas là au moment, l'exemple d'Amérique tantôt, là, du gars qui se pointe à 11h15 pour lui montrer une solution, là, lui, là, tu le fous dehors à coup de pied dans le derrière. Si tu n'es pas sensible à ma business puis comment ma business opère, puis au changement, à la gestion du changement, puis être capable d'être là pour les former puis répondre quand ils ont besoin d'aide, eux sont toujours là pour leurs invités. Les compagnies de tech ne sont pas nécessairement tout le temps là. Fait qu'il faut être là. Puis comme lui, il a appris que son robot il a fini dans le container à l'envers parce qu'il l'a mis là puis il est parti. À cette heure, il passe la journée puis il passe plus de temps. Fait que la partie humaine, comme Yannick l'a super bien dit aussi, puis ça, la partie humaine va être super importante si on va être capable de faire adopter ça, de les aider, de protéger le champion à l'interne, puis etc., etc. Là, je vais me faire taiser parce qu'il est 18h42, puis je pense que... Je peux-tu justement te demander de... Le rappel? Émeric, peut-être à se joindre pour une séance de... On continue les questions? Oui, mais c'est pour ça que je vais Pour faire le point à s'il y en a d'autres, sinon tout le monde a soif aussi. C'est comme tu veux. Dan, il y avait un point, fait que on y va avec Dan. Non, je veux juste répondre à la question dessus. Je pense qu'il y a un autre élément fondamental, c'est l'absence totale de normes et de standards. C'est-à-dire que tout le monde a réinventé sa sauce dans son coin de manière à ce que la même solution, elle existe 37 fois et demi au carré. C'est un des autres challenges, c'est qu'il n'y a pas de normes. Il y a eu ce problème-là dans plusieurs industries. Dans cette industrie-là, c'est particulier. Ils l'ont réglé dans le voyage, right? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour Émeric? Émeric est là. On étire un peu le temps sur ce qu'il nous a dit tantôt. Gênez-vous pas. Ouais, je savais, on en a. Ben, en fait, on a parlé beaucoup de robots, par exemple, dans le front of the house, mais j'ai l'impression que pour régler des problèmes qu'Émeric mentionnait, on dirait qu'il faudrait plus de robots peut-être dans le back of the house. Je me demandais s'il y avait des initiatives par rapport à ça, peut-être dans la recherche de C'est tout un défi, la robotique en arrière, étant donné que c'est... Dans le fond, la robotique, ce que tu aimes, c'est quand c'est moins chaotique. D'ailleurs, un restaurant, c'est tout un défi pour ajouter de la robotique. Puis, si on va dans une cuisine, ben, il y a commencé à avoir des cas, je ne sais pas si tu es au courant, d'un McDonald's à Austin, au Texas, qui est 100% automatisé. Mais là, ici, on le voit quasiment comme une chaîne dans une usine où ce que tout est fait super standardisé. Fait que ça commence à exister. Il commence à avoir des bras robotiques qui regardent et qui a plein d'étiquettes, plein de codes QR, puis c'est comme ça qu'ils vont le prendre. Fait que ça commence à arriver. Mais c'est impressionnant quand tu travailles dans la robotique, comment un humain, c'est flexible puis rapide. Fait que c'est pas encore aussi performant. Mais il y en a. Au NRA, à Chicago, il y a 2 ans, là, j'avais un robot qui faisait du walk. Puis il était tellement pas efficace, ce petit robot. Je suis comme, qui a programmé ça? C'était clairement pas quelqu'un de restauration. Okay? C'était quelqu'un qui était comme, je vais faire des millions. Puis il n'est pas entendu parler encore, mais il y avait le plus gros boot dans cette section-là. Mais il y en a qui s'en viennent, puis il y en a qui vont. Pour certaines applications, je pense que ça va faire du sens. Il y en a qui font des cafés aussi, hein? Des cappuccinos avec des crèmes incroyables, avec des dessins. Oui. Puis le vieux barman en moi aussi, il capote quand il voit des machines qui font des cocktails, là, mais. Oui, monsieur. J'avais une question au niveau des. Justement, vous avez mentionné le point important d'utiliser les jeunes de la relève comme ambassadeurs pour faire comme un agent de changement interne. J'étais curieux de voir avec la perspective de l'ITHQ, quelle est la flexibilité ou la rapidité de modification des programmes d'enseignement pour être capable de suivre ces technologies-là. On rit, mais la question est très pertinente parce qu'effectivement, comme c'est des certifications qui sont données par le gouvernement, on parle du ministère de l'Éducation.
Donc, on ne peut pas tourner un Titanic rapidement. Et il faut faire aussi la distinction entre, pas un feu de paille, mais une vraie tendance qui est là pour faire du changement. Donc, on parle de changer des objectifs à atteindre dans les compétences. Donc, c'est un peu plus complexe que juste dire, on va leur montrer comment jouer avec un robot aujourd'hui. Il y a ça. Puis, il y a aussi les professeurs. Il y a des professeurs qui aiment bien être à jour dans toutes ces tendances et qui sont curieux de façon naturelle, puis ils vont intégrer eux-mêmes dans leur cursus des nouveautés, puis des exemples précis de l'industrie, mais il y en a d'autres aussi qui vont regarder plus le traditionnel, puis qui vont s'en tenir à leur cursus. Donc, il y a les deux modèles. Je dirais que les jeunes font justement tirent vers le haut tout l'avènement du numérique qui oblige par le fait même à ce qu'on oriente le bateau dans cette direction-là. Et avec le centre d'expertise, aujourd'hui, notre accompagnement qu'on fait, on travaille avec des spécialistes qui sont nos professeurs. Donc, on a beaucoup de professeurs qui s'intéressent à cette nouvelle tendance qui devient une normalité maintenant et qui sont de plus en plus experts dans le changement. Auprès de l'ITHQ, ce qui est enseigné, par exemple, à l'université dans les nouvelles pratiques et technologies, qui est transféré en technique, n'est souvent pas reflété au niveau du DEB et de l'ASP. Il y a un ASP, une gestion restauration qui est dans le supplément, mais dans l'enseignement qui est fait sur le terrain par les cuisiniers actuellement, on est encore dans l'aspect de la qualité du produit, ce qui est super important, mais l'aspect de la survie des business aujourd'hui passe par l'aspect opérationnel. Et ça devrait être davantage plus présent dans les... Ça s'en vient bien. Oui, c'est ça. Ça s'en vient bien il y a de l'adaptation qui se fait. Nous, on présente il y a 3 professeurs qui nous ont amenés à l'ITHQ pour présenter à leur groupe. Il y a, je peux dire, une professeure qui l'utilise dans sa business à elle. Fait que ça, c'est très cool. Puis, j'avais le Cégep Saint-Jérôme qui l'utilisait. Je pense qu'ils refont un appel d'offres présentement. Puis, il y a des écoles qui ont joué dans nos trucs. Fait que ça s'en vient. Il y a un désir, mais c'est comme toute chose. Exact. Puis on a aussi la vitrine technologique. Puis là, je fais le lien avec ça. On a beaucoup de solutions technologiques qui sont implantées dans le restaurant de l'Institut, qui est au rez-de-chaussée de l'école. Donc, le cellier intelligent, on a une plateforme de réservation Libro. On a Agendrix aussi qui est installé. Donc, on en a plusieurs solutions technologiques. On ne peut pas en installer 3 de la même sorte. On est vraiment désolé. Mais on en a plusieurs. Donc, les gens qui veulent venir voir comment ça fonctionne, puis les élèves et les professeurs ont, par ricochet, à travailler avec eux. Quand ils viennent faire leur cours du côté du RDI, pour dire le restaurant de l'Institut, ils doivent connaître les applications et travailler avec. Dernière question, monsieur, puis après ça, on s'en... Oh, t'avais-tu une question, toi, ou tu voulais juste me dire de rapper ça? OK, tu avais une question. 2 dernières questions, fais ça vite. Pour Émeric, c'est quoi ton opinion de monétiser ton marque ou ton vécu ou ton marque? Est-ce que c'est quelque chose qui rentre dans nos dépenses ou c'est vraiment concentré sur les opérations? Comme chef? Mon nom de marque, mon nom personnel? Soit nom de marque de restaurant ou nom de marque de nom personnel, oui, dans le sens que il y a des restaurants qui, par exemple, font des t-shirts, d'autres manières de monétiser un peu leur nom de marque. Est-ce que vous avez des idées pour ça? Genre du merchandising et des affaires de même. Pour moi, c'est juste fun d'avoir Pascal, là, il porte, lève-toi Pascal, monte notre beau t-shirt. C'est du swag, là. Ouais, c'est ça, c'est marqué, on est dans le jus, là, il est super beau. Si vous avez le goût de l'acheter, on va le mettre en vente. Ouais. Mais je trouve ça fun. Est-ce que c'est un attrait économique? Je suis pas sûr parce que ça prend une job particulière en termes de design, en termes de savoir-faire. Mais moi, je trouve ça juste fun. Donc, c'est pas quelque chose. Le focus, c'est vraiment sur le restaurant, sur les opérations. C'est parce que sinon, c'est une autre business. Que tu fasses du retail, c'est ça. Si tu veux faire de la maillot en IGA, les marges et Costco vont te ramasser, puis les marges sont minces. Fait que là, tu pars une autre sphère. C'est comme me dire, je fais pas d'argent au souper, puis on va partir les dîners. Je fais pas d'argent au dîner, puis au souper, on va faire des brunchs. Non, c'est toutes des parts différentes. Bref, on se rendra pas dans ça, mais ça devient, c'est comme, on est mieux de maximiser ce qu'on fait là, puis on fait ça bien, puis après ça, on va pouvoir faire d'autres choses. Ça revient à la même affaire que le rocket chip de tantôt. Monsieur, je vous donne la dernière parole. J'espère qu'il reste du vin au bar devant vous. Émeric, tout à l'heure, dans l'histoire de ton quotidien, tu nous as parlé de la difficulté de changer un prix, notamment de ce que ça pourrait avoir sur l'image de ton restaurant. Oui. Je prends l'exemple d'une autre industrie qui est l'aviation. C'est jamais les mêmes prix. Et le yield management est omniprésent.
J'ai cru lire un article il n'y a pas longtemps concernant un restaurant qui allait adopter cette politique d'adaptation des prix selon un certain nombre de critères. Est-ce que d'après vous, c'est une tendance qui va augmenter avec ces difficultés qu'on rencontre, et on le vit tous au quotidien aujourd'hui? Aller au restaurant, c'est devenu pour les riches. Tellement c'est devenu cher quand on compare les prix pré- et post-pandémie. Est-ce que la solution peut venir de là? C'est drôle que tu parles de ça parce que c'est une question qui m'obsède et l'exemple de l'aviation est quand même intéressant quand tu parles de service client par rapport à la restauration. Quoi, tu vois, imagine un restaurant où, selon l'heure à laquelle tu réserves, ce serait plus ou moins cher, que tu pourrais pas annuler ta réservation, que tu pourrais, que tu aurais la plupart des choses, il faudrait que tu les rachètes, que si tu arrives en retard, ben, c'est annulé. Donc, je pense qu'il y a quand même l'image du service client en restauration qui est extrêmement forte, et je pense qu'il y aurait une résistance en termes de prix fluctuants. Je pense qu'il y a des pratiques à implémenter, genre si tu viens plus tôt ou plus tard, tu peux payer moins cher, tu as des menus spéciaux, ça c'est des choses qu'on voit souvent, après 22 heures, c'est menu prix réduit, etc. Ça, je trouve ça très intéressant. Est-ce qu'on peut aller plus loin que ça? Je suis curieux de voir. Je pense que le frein des clients va être fort. J'ai testé il y a 2 jours l'application que certains connaissent, le To Go To Go. T'as aimé ça? C'était vraiment très bien. Et c'est ce qui m'a fait venir aussi ici en disant, mais ok, il y a vraiment une tendance de management des prix à travers des intermédiaires qui vous donnent la possibilité, pour éviter le gaspillage alimentaire, d'aller chercher des plats que j'ai regardés dans la cuisine. Il était en train de me faire le plat à 24 $, que j'ai acheté 7 $. Il était excellent, le couscous. La grotte d'Ali Baba, je vous le conseille sur sa carte. Mais j'ai quand même eu mon couscous à 7 $ au lieu de 24. C'est une tendance. Mais tu étais en restaurant? Oui, je suis venu le chercher dans le restaurant. À emporter. Je pense que l'expérience client en restauration est quand même assez différente. Moi, je suis pas un early adopters, comme tu dis. Moi, je suis plutôt genre à l'ancienne, j'attends de voir, je suis méfiant de... Ma grand-mère le fait, je vais le faire. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que tu me permets de faire un pont avec ça? Parce qu'à Chicago, il y a des restaurants qui ont commencé à faire du yield management, justement dans la restauration, et on commence à en parler entre nous, de dire, est-ce que la table près de la fenêtre, on peut arriver à lui trouver un prix et pouvoir faire une surcharge? Est-ce qu'on veut faire entrer les gens plus tôt et à partir de 6h, 6h10, charger moins cher ça le existe, plat? cette application-là, hein, de réservation, puis tu payes pour la table que tu veux sur le bord de la fenêtre. Ça existe déjà, puis ils vont super bien, oui, puis on levé des fonds. À ce moment-ci... Aimerais-tu aller au resto et que ça se passe de même? Il s'agit qu'un premier le fasse et la mais tendance ça se fait déjà. déroule. Puis, pour répondre à votre question, beau jeune homme, vous irez voir mon entrevue à TVA il y a 2 semaines avec M. Zappa où je parle de dynamic pricing. C'est peut-être moi que j'ai vu, mais moi, j'étais complètement contre. Puis, je trouvais que c'était la plus grosse connerie que j'avais jamais entendue. Puis, je suis allé m'éduquer un peu. J'ai parlé à du monde qui travaille dans des startups qui font ça. Puis, tu sais, des 5 à 7 avec un prix réduit, puis parler de menu après 22 heures, puis les early birds dans la Floride, là, ma grand-mère allait manger à 4h30, ça existe déjà. C'est juste que là, on va le faire pour peut-être moduler les... Puis bref, on pourra en parler pendant 2 heures. Je sais pas vous autres, moi j'ai soif, mais là, je me suis fait dire qu'il fallait que je rappe ça avant de me faire tabasser dans le stationnement tantôt. On peut-tu aller... Je vais aller te voir après, OK? Bon. Désolé, je vais prendre pour 2 minutes de plus. Ma question, c'est vraiment tournée vers vous et Yannick. Je voulais savoir, vu que votre plateforme, elle en fait facilite le jour au jour des restaurateurs, je voulais savoir si elle intègre aussi la gestion des déchets. Parce que je pense que c'est un mal de tête aussi. La gestion des chaînes? Des déchets. Des déchets. Rapidement, oui, 50 à 75% des tâches admin sur les coûts et les horaires, dans notre cas, ça doit être encore plus que ça, lui avec la paye. Puis tu peux rentrer les pertes puis les suivre. Le but, c'est ça, c'est d'aller voir mes écarts. C'est-tu de la perte, c'est-tu du vol, c'est-tu dans la poubelle, c'est-tu de la mauvaise prep? Fait que c'est de nous aider à contrôler ça puis à réduire l'impact qu'on a. 7% de tout ce qui rentre dans les restaurants au Canada finit dans la poubelle. Pensez-y sur le volume qu'il y a. Je te donne tout ça à toi? C'est toi qui nous rappe ça? Merci tout le monde. Merci.
infiniment. Je suis toujours un peu la party pooper de la fin de l'expérience, mais toujours la porteuse de bonnes nouvelles aussi, de bons vins et de bonnes bouchées. Donc, merci beaucoup à tous nos panélistes, à Émeric Homé qui a amené justement les besoins et défis de la restauration. On peut les applaudir une deuxième fois. Et j'aime quand même ça, juste comme rapper tout ça autour d'un dernier petit message sur lequel peut-être se laisser à la fin sur tout ce qui a été dit aujourd'hui. De un, déjà, je vais en mettre deux, parce que de un, je suis désolée, les étudiants, je vous aime, je vous dois un verre, je vous ai pas nommé, mais c'est important que vous soyez là. Merci, Chris. J'ai-tu oublié quelqu'un? Quelqu'un qui n'était pas dans aucune catégorie que j'avais nommée précédemment? Non, tout va bien, ok, phew. Et donc, dans le fond, je pense que le MT Lab, ce qui fait vraiment notre force et ce pourquoi je pense qu'on est tous animés et passionnés au MT Lab, c'est vraiment le réseau. Donc, on parle beaucoup de technologie en général, puis souvent, ça fait peur pour des gens qui ne le connaissent pas ou qui ne le comprennent pas. Mais quand on est dans cette situation-là, en fait, c'est l'humain la réponse. C'est juste vraiment de s'entourer, d'être capable de venir vers ce réseau-là de personnes qui sont capables de démystifier ou d'aller plutôt commencer par poser les bonnes questions et ensuite aller vers la bonne solution. Donc, je pense que c'est important de juste bien s'entourer. Puis nous, on est super bien entourés. On a vraiment beaucoup de chance de tous vous avoir pour... j'apprends tous les jours. Dans le fond, vraiment, j'ai vraiment un super job. J'adore ça. Puis, au niveau de... Je voulais vous laisser sur quelque chose d'autre. Le répertoire? Le répertoire! Le beau répertoire. En fait, à la base, cet événement-là était dû pour le lancement du répertoire de solutions technologiques propulsé par l'ITHQ et sur lequel on a travaillé avec eux, qui est dû pour fin avril, début mai, normalement. Mais on a devancé un peu la date, dans le fond, côté logistique, mais ça s'en vient. Donc, manquez pas ça, suivez-nous sur les réseaux, puis en collaboration avec THQ, justement, il va y avoir un répertoire de solutions qui a été sélectionné selon le fait qu'il soit disponible au Québec, principalement, et on aimerait justement l'identifier, toutes les solutions qui sont développées et qui sont créées au Québec, à travers ce répertoire-là. Donc, vraiment essayer de trouver des moyens de mettre de l'avant les solutions qui sont bons pour notre marché à nous et donc faire le pont justement avec vos diagnostics et vos formations à l'ITHQ. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Marie-Josée? Bien, la seule chose, c'est que ça a été une collaboration extraordinaire. On a fait une veille technologique qui était très sérieuse. On a trouvé qu'il y avait beaucoup de solutions technologiques. Est-ce qu'elles sont toutes bonnes? Non. Est-ce qu'on va retrouver Pivot et Piecemeal dans le répertoire? Peut-être. Non, mais le répertoire va être, disons, un casse-tête de moins pour la recherche d'une solution technologique parce qu'on va pouvoir vous en présenter quelques-unes et on va essayer de mettre des annotations aussi. S'il y a des gens qui ont déjà essayé ces solutions technologiques-là, on va mettre une petite étoile, on va les mentionner comme étant des solutions qui sont utilisées par beaucoup de restaurateurs. Merci. Et j'ai de me rappeler, c'est en réponse à ta question au niveau de la compétition, comment ils font pour se différencier. Je me rappelle d'une anecdote de Jim Durand de Libro qui était en coworking avec nous justement il y a quelques années et qui me disait nous, Flo, on fait rien de révolutionnaire, mais ce qu'on fait, c'est qu'on se tourne vers les restaurateurs plutôt que de se concentrer juste sur notre technologie, qu'est-ce qu'on fait de mieux juste pour faire de l'argent. Nous, on est des passionnés, on se tourne vers les restaurateurs, on leur pose des questions pour que notre technologie qu'on développe soit vraiment à l'écoute des besoins. Donc, je pense que c'est un peu ce qu'on a ici aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est ça qui se différencierait peut-être de la compétition par rapport à toutes les solutions qui sont sur le marché, d'être vraiment à l'écoute des parties prenantes puis de faciliter l'accès à toutes les personnes entourant, dans le fond, les besoins de cette solution-là. Puis, via le MT Lab, justement, on est un peu le pivot pour être capable d'approcher toutes ces personnes-là différentes-là pour avoir les points de vue différents puis être sûr de viser juste dans le développement d'une technologie en répondant à des besoins précis d'un marché. Je te vois acquiescer, Yannick. Je pense que ça résonne. Donc, c'est parce que tu as dit pivot 4 fois, fait que c'est parfait. Moi, je faisais juste écouter, je l'ai juste dit pivot. La publicité cachée, c'était même pas... Je vous aime.
Donc, c'est sur ça que je vous laisse profiter, dans le fond, d'un bon petit verre de vin à notre compagnie. Il y a des bouchées. Restez avec nous, puis ça va être l'occasion de poser toutes vos questions non répondues encore à nos panélistes et aux invités. Merci beaucoup d'avoir été là, à vous aussi.